Bonjour, bienvenue sur Ping, un podcast qui est dédié au care et au leadership. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Heim, qui est le CEO de la Banque Postale. Bonjour Grégory. Bonjour, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci pour votre invitation. Merci, je suis ravi. On va parler de leadership, on va parler de succès, on va parler de care. La situation actuelle, elle est un petit peu complexe. Comment une banque, aujourd'hui, elle doit se situer dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire avec crise écologique, crise du vivant, etc. Comment une banque, aujourd'hui, elle se positionne? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle la crise, elle est multiforme. Il y a naturellement l'urgence climatique que nous connaissons, qui a de multiples formes, les dérèglements que nous voyons qui sont de plus en plus visibles. Vous voyez, il y a une pénurie d'eau potable dans les Pyrénées-Orientales, il y a les pires inondations au nord de l'Italie, enfin tout ceci est assez aberrant. Bon, crise écologique, en même temps, nous sommes dans une crise économique aussi. Je pense qu'il ne faut pas occulter cette réalité, c'est-à-dire qu'avec multiples choses, je ne veux pas être long là-dessus, la crise du Covid, la crise de l'Ukraine, nous avons aujourd'hui une crise d'inflation. Et l'inflation, c'est quoi? C'est un impôt sur les ménages. C'est un impôt notamment sur les plus fragiles. Donc il y a une tension sur le pouvoir d'achat. Donc en fait, on est dans ce contexte qui est particulier, dont les effets se cumulent. Les effets se cumulent, pourquoi? Parce que la rareté de l'énergie, une énergie qui sera beaucoup plus chère, naturellement, ce sera une tension plus forte sur des ménages. Et à un moment qui, j'ai envie de dire, n'est pas le bon moment, car nous avons cette inflation. Donc comment les banques doivent se positionner? Alors, chacun a son positionnement. Donc moi, je peux vous parler du positionnement singulier de la Banque Postale, naturellement. Alors, dès l'origine, nous sommes une banque publique, une banque qui est engagée, une banque dans un champ concurrentiel qui est extrêmement rude, puisque nous avons sur le marché français 5 banques parmi les plus grandes du monde en termes systémiques. Nous, notre positionnement singulier, c'est une banque auprès des plus fragiles. Donc on a une mission d'abord, c'est l'accessibilité bancaire. Alors c'est quoi ce terme barbare, l'accessibilité bancaire? C'est pour des personnes qui sont exclues, les débancarisés, les réfugiés, les personnes en situation de précarité extrême, nous leur offrons des services bancaires de base. Ensuite, vous avez les personnes en situation de fragilité. Les premiers que j'ai décrits, l'accessibilité, c'est 1,4 million de personnes. Les fragiles, ce sont les personnes qui, selon des critères assez objectifs, sont sous le seuil de pauvreté ou sous le SMIC brut. Nous leur proposons des formules bancaires de base. Nous avons 40% de ces populations fragiles. Voilà. Alors, très concrètement aujourd'hui, parce que vous avez demandé très concrètement aujourd'hui dans le contexte actuel, nous avons fait le choix de ne pas reporter l'inflation, se faire supporter l'inflation sur nos clients. Donc nous avons gelé nos tarifs. Donc pour nous, c'est quand même ça a un impact. Nous décidons progressivement de démocratiser certains produits et services. Je suis certain que vous-même, vous faites des virements sur votre app, puisque aller en bureau de poste pour un virement dans l'agence bancaire, c'est pénible. Le virement instantané, maintenant, ça devient standard, il est gratuit. On a été le premier à le rendre gratuit. Vous savez par ailleurs qu'on a décidé de supprimer les questionnaires médicaux. 50% des Français sont propriétaires, donc souscrivent un prêt immobilier. Nous avons supprimé les questionnaires médicaux, donc c'est la loi, pour les dossiers jusqu'à 200 000 €. Et nous avons maintenu constant nos tarifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas compensé l'absence d'information par une augmentation de tarifs. Donc plein de mesures concrètes qu'on essaie de mettre en œuvre dans ce contexte-là. Alors là, je vous ai parlé de pouvoir d'achat. Maintenant, sur les questions environnementales, autre chose très concrète, nous avons fait le choix très structurant d'être neutre sur notre périmètre opérationnel en 2018. Et nous avons fait le choix d'être neutre, pas en 2050, sur tous les tous les 3 scopes, mais en 2040. Pour ce faire, nous avons été la première banque. Alors, de manière extrêmement humble, on nous dit qu'on est la seule en Europe ou dans le monde. Enfin, bon, bref, peu importe. Nous avons décidé de sortir de tout le pétrole et le gaz, donc nous ne financerons plus de projets d'exploration ou d'exploitation. Nous avons décidé, ça c'est un choix très personnel, tout ce qu'on fait pour éviter toute critique de greenwashing, de faire certifier notre trajectoire par un organisme indépendant sur des critères scientifiques, qui est un organisme qui dépend des Nations Unies, qui s'appelle le Science Based Target Initiative. Bon, acronyme horrible, oublions-le, mais c'est l'organisme de certification pour les grandes industries. Et puis par ailleurs, de manière aussi extrêmement concrète,
Grégory, le point, c'est pas de verdir son bilan. Bon, ça limite, c'est basique. Le point, c'est comment faire en sorte que nos clients, nos concitoyens soient acteurs de la transition. Donc, l'enjeu pour une banque aussi, c'est de proposer des produits et services pour que nos clients, au quotidien, soient acteurs de la transition. Alors, je vais être très concret, parce que tout ceci peut être de la petite musique. Pour les entreprises, c'est proposer des prêts verts ou des prêts sociaux. Donc, des prêts verts, c'est des prêts qui sont bonifiés, conditionnés à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Des prêts sociaux, c'est même problématique, mais par exemple, on finance des projets dans l'éducation, on finance des projets pour des bailleurs sociaux, pour du logement social. Ça, c'est pour les entreprises. Pour les particuliers, nous développons des formules à impact. Donc, du crédit consommation impact, c'est très concret. Vous achetez un véhicule électrique, nous bonifions le prêt, enfin en tout cas le taux d'intérêt. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter un véhicule électrique parce que c'est très coûteux, eh ben on va compenser l'empreinte carbone. Et nous avons développé par ailleurs une gamme de produits d'épargne 100% ISR. Alors, ISR, investissement socialement responsable, c'est la terminologie française, qui va être remplacée progressivement par la terminologie européenne. C'est les fonds qu'on appelle article 8, article 9. Alors je suis désolé, tout ceci est affreusement technique et horrible, mais ce sont des fonds qui ont une préoccupation environnementale affichée, article 8, ou qui visent un impact mesurable, article 9. Et puis par ailleurs, quand je vous dis qu'on va progressivement verdir toute la gamme de produits, on va développer notamment des crédits immobiliers impact. Même logique, en fonction de la performance énergétique de votre logement, vous aurez un prêt bonifié. Je pense, en conclusion, parce que là j'ai parlé longuement sur cette première question, ma conviction c'est que les banques ont un rôle privilégié. Les banques sont au carrefour de financement de l'économie. On collecte de l'épargne et on finance l'économie par du crédit. Ce rôle central, je crois, nous oblige et nous amène à nous engager, à proposer des solutions. Je crois que l'innovation est très importante dans le champ financier. Je pense que les banques sont instrumentales dans la transition qui est devant nous. Et justement, alors vous avez parlé des grandes banques françaises, mais c'est vrai que les banques, elles sont très décriées, en particulier en Europe, c'est moins le cas évidemment aux États-Unis, mais très décriées en Europe sur leur position par rapport au pétrole. Et parfois on a l'impression qu'elles font partie du problème et pas trop de la solution. Et en fait, j'ai l'impression que ce que vous essayez de faire, c'est justement d'être partie de la solution. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que pour faire partie de la solution, il vaut mieux pas être à l'intérieur justement de ces entreprises, donc Total ou autres, pour les faire bouger de l'intérieur, ou est-ce qu'il vaut mieux s'en extraire? C'est des questions, moi en tout cas, que je trouve hyper intéressantes. Comment on fait bouger un Total? Est-ce que c'est en se disant on arrête de financer le pétrole? Ou est-ce que c'est en finançant, mais en même temps, du coup, en essayant de les faire bouger de l'intérieur? Alors, c'est vraiment une excellente question. Je pense qu'il faut qu'on passe un peu de temps parce que il peut y avoir beaucoup d'incompréhension dans la réponse. Alors, les polémiques, elles sont issues de quoi? C'est que l'engagement qu'a pris la Banque Postale, et je remarque que d'autres banques françaises progressivement ont embrayé le pas, en tout cas. Je n'aime pas le terme embrayer le pas, mais en tout cas, on sont arrivés à la même conclusion et dressent le même constat et ont décidé d'agir. Vous avez quand même un secteur bancaire qui, en 2022, a produit 600 milliards de dollars de crédit pour le secteur du pétrole et du gaz. Et là, je parle de 50 banques mondiales. Donc voilà, donc ceci interpelle. Ceci interpelle. Ceci interpelle, et c'est vrai que un certain nombre de banques ont une expertise dans le financement de projets complexes, le financement de projets énergétiques. Par exemple, une infrastructure de liquéfaction de gaz, c'est très complexe, c'est très intensif en capital. Quand vous allez développer dans le nord de la Russie, comme Jamal, un projet d'extraction de gaz, on parle de projet à 20 milliards de dollars. Il y a des banques qui ont développé des expertises et c'est très compliqué pour elles de renoncer à ces pôles d'expertise. Voilà. Alors, voilà la polémique. Cette polémique, elle est alimentée par naturellement le soupçon que la communication en fait prenne le pas sur le fond, et c'est-à-dire que quelque part il y a une espèce de bruit de fond que des engagements flous soient pris, qui ne soient pas réellement mordants.
que ce soit des arguments commerciaux. Là, dans ce domaine, je crois qu'il faut qu'on soit tous rassurés. Le sujet, il est pris très sérieusement par les superviseurs bancaires, par les superviseurs de marché. Par exemple, la BCE, qui est notre superviseur, le gendarme des grandes banques, s'empare du sujet, fait des stress tests, des tests de résistance sur les banques et nous demande de documenter une trajectoire de transition. Et puis, par exemple, vous avez l'autorité des marchés financiers qui va être extrêmement aujourd'hui exigeante sur est-ce qu'on peut utiliser le terme vert, est-ce qu'on peut accoler le terme vert à un fonds, voyez, et donc la communication, voyez, elle est régulée par les superviseurs. Alors pour répondre à votre question, alors la transition, est-ce qu'il faut être à l'intérieur, à l'extérieur? Donc ça c'est un très bon débat. Et un débat qui est compliqué avec les ONG. Forcément. Le choix que et je pense qu'il est plus mature dans les pays anglo-saxons qu'en France. Ah oui. Je m'explique. Il y a toute une théorie, toute une philosophie de l'engagement à Londres et aux États-Unis, qui est que effectivement on doit s'engager de l'intérieur pour peser dans le dialogue actionnarial, pour engager, alors je n'utilise pas le terme faire pression, mais engager un dialogue, demander au management, aux gouvernances de s'engager vers une trajectoire, de publier plus d'informations dans le document de référence sur concrètement je prends tel engagement, quelle est ma trajectoire, quels sont mes points de passage, quels sont mes KPI. Et effectivement, nous en tant que gérants, puisque la Banque Postale Asset Management, grosso modo, nous sommes actionnaires de tout le CAC 40. Nous sommes des actionnaires engagés et nous considérons que le fait d'être engagé actionnaire, vous citiez une grande société du monde pétrolier, vous pouviez citer d'autres sociétés du monde des utilities, nous sommes engagés dans les assemblées générales justement pour engager ce dialogue, élever le niveau de conscience et faire en sorte que ces grandes questions soient portées, en tout cas dans la programmation stratégique des managements et dans le dialogue stratégique au sein des conseils d'administration. Alors, pour moi, ça nous a l'air évident. Quand je le dis comme ça a l'air évident. Pour autant, vous avez naturellement des ONG qui vous disent Monsieur Hay, mais pourquoi la Banque Postale est actionnaire de Total? Vous voyez et donc, on doit expliquer. Et vous avez, par exemple, je vous cite concrètement des dilemmes que nous avons. Quand vous avez, par exemple, des magazines consuméristes qui regardent le contenu de nos fonds, nous avons des fonds qui sont de transition, c'est-à-dire des fonds qui visent à accompagner des entreprises d'un point A à un point B, donc qui sont dans cette transition. Mais à l'instant T, bien sûr, on peut constater qu'il y a telle contrepartie qui ont telle empreinte carbone. Voyez ? Et donc, là, on doit faire preuve de pédagogie, c'est de dire, à l'instant T, ces entreprises, naturellement, ne sont pas à la cible, mais elles sont dans cette trajectoire. Notre responsabilité en tant que banque et en tant qu'actionnaire, c'est donner les moyens à ces entreprises de réaliser la transition, dès lors que cette transition, naturellement, est crédible, et d'obtenir le maximum d'engagement et le maximum d'instruments concrets de mesures pour que les actionnaires individuels et les actionnaires institutionnels puissent se positionner. Voilà. Donc au total, vous voyez, c'est l'engagement, il est absolument nécessaire. Il faut en expliquer la substance. Et je pense que peut-être on doit être plus mature sur ce sujet en France qu'on l'est dans la sphère anglo-saxonne. Et ça veut dire que les entreprises que vous financez, il faut qu'elles aient... Enfin, admettons qu'elles ne sont pas au rendez-vous des engagements qu'elles avaient pris. Du coup, le financement s'arrête ou comment ça fonctionne derrière? Très classiquement, si vous êtes actionnaire, vous pouvez décider de sortir. Maintenant, je prends le raisonnement à rebours. Si ne sont plus qu'actionnaires des grandes sociétés pétrolières, des fonds en faveur du pétrole, quel est le gain social, le gain sociétal? Vous voyez? C'est problématique, c'est extrêmement compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, si on va apporter un peu de challenge constructif, de la stimulation, il faut que des actionnaires engagés comme nous, nous soyons présents. Et vous parliez tout à l'heure d'épargne.
Et il y a une question que je me pose, parce qu'en fait, souvent, on a tendance à opposer, je ne sais pas si c'est juste d'ailleurs, les fonds verts avec le rendement. C'est-à-dire, en fait, quand on fait de l'épargne, on a envie d'avoir un bon rendement, naturellement, pour son épargne. Et ce rendement, alors, dans l'imaginaire collectif, en tout cas, ou dans mon imaginaire, il s'oppose avec les fonds verts. Donc, du coup, on va avoir tendance à investir dans des fonds qui ne sont pas forcément verts. Et quand vous êtes une banque, j'imagine, vous investissez l'argent de vos clients. C'est pas vraiment votre argent. Donc, en fait, vous dirigez l'argent vers où les clients veulent le mettre. Et ça peut aussi amener vers des projets qui ne sont pas forcément très écologiques, finalement. Parce qu'ils veulent du rendement. Enfin, et c'est comment on gère ce genre de dilemme? Alors, il n'y a pas nécessairement d'opposition. Il n'y a pas nécessairement d'opposition. Je m'explique. Tout d'abord, la performance, moi, en tant que banquier, et ce qu'on dit à nos clients, c'est que le rendement, il faut le juger sur la durée. Il faut le juger sur des périodes de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si vous voulez un rendement à 12 mois, moi, je ne vous conseille pas d'aller en bourse. En tout cas, c'est pas l'instrument qui est le plus pertinent. Une société qui a achevé sa transition, une société qui est déjà au rendez-vous de 2040-2050, qui a un business model qui est stable, c'est une société qui n'aura pas à consentir des investissements majeurs, à transformer son modèle. Je prends par exemple le secteur automobile, qui pourrait être au rendez-vous de 2030-2035, c'est-à-dire que des véhicules électriques ou des véhicules à très très faible émission. Vous voyez, ce sont des secteurs qui ont devant eux des challenges industriels monumentaux. Et donc, vous voyez, il y a naturellement, en termes actionnarial, vous voyez, il y a des gros challenges. C'est la raison pour laquelle ça fait du sens d'investir dans des sociétés qui sont très matures dans ce processus. Et donc, c'est pour ça que notre conviction, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que dès lors qu'on investit dans des sociétés, encore une fois, qui sont sur les meilleurs critères, voilà, de ce point de vue-là, on évite ces coûts de transformation. Alors, ayant dit cela, évidemment, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut considérer le rendement sur la durée. C'est absolument important. Pour être totalement transparent, si vous vouliez gagner en bourse en 2022, il fallait parier sur la défense et le pétrole. C'est ça. Non, mais soyons clairs. Maintenant, si on jure sur plusieurs années, c'est pas forcément le cas. Alors, le point, et ensuite, je tire la pelote, si vous me permettez. Oui, mais c'est hyper intéressant, justement, c'est tout le but. Je tire la pelote. Cette opposition entre le rendement et l'investissement dans la transition, donc je vous ai dit qu'il fallait prendre un peu de hauteur, il fallait le jurer dans la durée. Là où il y a un point très intéressant que je dois mentionner, c'est qu'il y a un débat féroce aux États-Unis sur ce sujet. Il y a un débat féroce. Puisqu'aux États-Unis, de par la loi, les gestionnaires d'épargne ont un devoir fiduciaire qui est unique, qui est de faire fructifier l'épargne, en fait, des déposants, en tout cas de leurs clients. Et que tous les objectifs autour qu'on environne sur, par exemple, le RSE, selon certains activistes, sont une distraction par rapport à l'engagement qui est de viser le rendement. Et on parle de choses qui sont extrêmement concrètes, puisque vous avez des grands fonds américains très célèbres qui encourent en fait des actions judiciaires, des class actions, justement parce qu'elles ne sont pas effectivement engagées pleinement dans faire fructifier le rendement de l'épargne. Donc ça montre, pour moi je crois que c'est un point très, très dangereux. Je pense qu'en Europe, en tout cas, on doit réaffirmer, je pense qu'on doit sortir de ce dogme qui est le dogme friedmanien, qui est le seul objectif de l'entreprise, c'est le profit. Je pense que chaque entreprise doit définir sa raison d'être, son purpose, et je pense qu'au niveau européen, et encore une fois, je ne suis pas un bisounours, parce que moi je suis une banque, je dois gagner de l'argent et rémunérer mon actionnaire. Mais je pense qu'on a une série d'objectifs qui va bien au-delà que le seul profit. À même hauteur, à même importance que le profit, il y a d'autres objectifs qui sont très importants. Est-ce que Enfin, il y a plusieurs questions que j'ai en tête. La première, peut-être, c'est la culture financière en France, elle est très faible. Les Français, ils sont assez mauvais, finalement, pour comprendre comment fonctionne l'épargne. Ils sont assez mauvais pour comprendre comment fonctionne l'argent. Et en même temps, c'est très complexe, à la différence des pays anglo-saxons où la culture financière, elle est plus forte. Est-ce que c'est le rôle des banques, peut-être en commun d'ailleurs, de les accompagner pour avoir une meilleure compréhension
de la finance et justement de comprendre ces logiques, ce que vous venez d'expliquer. J'aimerais bien qu'il y ait plein de gens qui regardent, mais de dire, ben voilà, quand on investit dans un fonds vert, effectivement, à long terme, alors peut-être pas 5 ans, mais disons à 10, 20 ans, en tout cas, c'est évident que le rendement, il sera bien meilleur que sur des entreprises qui sont à rendement très court, là tout de suite, qui fonctionnent, mais bon, qui vont avoir des transitions très fortes. Est-ce que c'est le rôle des banques de faire cette culture financière aussi ? Alors, chacun son rôle. Oui, bien sûr. Alors, chacun son rôle. Moi, déjà, si vous voulez, on aspire tous à ce qu'il y ait une meilleure éducation économique en fait, de nos étudiants, de nos lycéens. Je pense que, en tout cas, l'enseignement de l'économie a toujours été le parent pauvre du secondaire, pour de bonnes ou mauvaises raisons, et on confondait l'enseignement économique avec l'enseignement des relations sociales. Donc, je pense qu'il y avait une certaine confusion. Et je pense que progressivement, on est en train de redresser la barre. Donc je pense qu'en tant que citoyen, on se doit d'avoir une culture économique. Bon, voilà. Et ça, c'est pas forcément le rôle des banques. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il est clair que en tant qu'institution financière, nous proposons des produits de financement, des produits d'épargne, notre devoir, d'abord, vous savez, c'est le devoir de conseil des clients et de bien expliquer les conséquences, les caractéristiques des produits et faire en sorte que les produits correspondent, en tout cas, au profil des clients. Et par ailleurs, alors ça, c'est en termes commerciaux notre objectif. Et pour rejoindre à votre point, néanmoins, le fait, même si je considère que l'éducation nationale doit jouer son rôle, il y a toute une série d'initiatives de la profession avec la Fédération bancaire française où nous faisons de la sensibilisation. Vous avez des banquiers en région, vous voyez, qui vont dans des écoles et qui vont faire des séances de sensibilisation. Et c'est un travail au long cours. C'est un travail au long cours. Je suis d'accord avec vous que la culture financière en France, elle est tout à fait insuffisante. Je pense qu'on pourrait élargir le propos. Culture financière, culture économique, culture civique, vu le poids des réseaux sociaux et vu, je dirais, les lieux ou les vecteurs qui permettent aux Français aujourd'hui de s'informer. Donc on a un grand enjeu d'embarquement, on a un grand enjeu de pédagogie sur les grands enjeux de société qui ne sont pas que des enjeux financiers. J'ai une question alors qui va dans les deux sens, d'ailleurs c'est assez bizarre dans ma tête, mais je me dis, quand on est une banque comme la Banque Postale, qui est une grande banque et en même temps comparée à d'autres acteurs, vous le disiez tout à l'heure, qui sont plus... qui sont internationaux, en fait. Je pense à la BNP, la Société Générale, enfin bref, il y en a quelques-unes. Est-ce que, alors, d'un côté, est-ce qu'on peut être locomotive, c'est-à-dire faire bouger le marché, et dans le même temps, est-ce que c'est plus facile de bouger quand on est à taille, entre guillemets, réduite ? Enfin, réduite, c'est tout relatif, hein, mais... Non, mais bon, nous avons 800 milliards de bilan, nous sommes 10e banque de la zone euro. Non, mais voilà, nous sommes 10e, nous ne sommes pas sur le podium. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas notre objectif. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Je pense qu'on peut être locomotive sur ces sujets-là. Je pense que c'était à certains égards un peu disruptif de décider de sortir du pétrole et du gaz. Je pense que ça, de manière extrêmement humble, ça a mis un peu en torsion et ça crée un petit effet domino. Moi, je suis heureux de voir que maintenant, il y a 4 banques françaises qui, en tout ou partie, ont pris les mêmes objectifs. Je pense qu'on peut être aussi un laboratoire d'idées, un laboratoire de création de produits. Sur tous les produits impact que je vous citais tout à l'heure, pour les entreprises, pour les particuliers. Encore une fois, l'enjeu, nous, la Banque Postale, il ne s'agit pas de déposer des brevets, créer un avantage, comme on dit en économie, hors prix, pour garder une distance compétitive et un gain commercial. Alors, oui, d'une certaine façon, bien sûr, mais moi je suis extrêmement heureux si nos collègues effectivement s'inspirent des produits qu'on a développés et les diffusent. Moi je crois que c'est le rôle de la Banque Postale d'être quelque part ce laboratoire d'idées, d'innover et de créer des choses nouvelles. Alors oui, nous sommes une jeune banque. Nous sommes certainement, alors nous avons 20 millions de clients retail en France. Mon point, c'est que dans votre question, c'est de dire comme on est une jeune banque aux entreprises, c'est vrai que notre exposition aux entreprises, contrairement aux collectivités locales, est plus limitée. Néanmoins, vous voyez, on a 30% de part de marché auprès des collectivités locales, et il y a un vrai enjeu pour nous,
qui est de verdir aussi nos financements vers ces collectivités qui sont parmi les premiers investisseurs du pays. Et donc, nous sommes une banque qui a beaucoup cru. Encore une fois, le point pour nous, c'est de tester, d'être un aiguillon, de promouvoir des solutions, et puis de participer au débat. Et alors, vous parliez tout à l'heure du social. C'est vrai que je suis passé sur la partie... Et d'ailleurs, c'est souvent un truc qu'on fait quand on parle de RSE. On a tendance à aller plutôt sur le climat que sur la partie sociale, alors qu'en fait, la partie sociale, elle est essentielle. Cette posture sociale, c'est une posture qui est historique de la Banque Postale. Est-ce que vous, quand vous êtes arrivé, vous l'avez encore plus insufflé? Comment ça joue? Comment on décide d'avoir cette posture très sociale? Alors, elle préexistait. C'est dans l'ADN de la Banque Postale qui est quelque part dans l'ADN de la Poste. La Poste, c'est un totem français. C'est une institution qui a 7 siècles. La meilleure manière de définir la Poste, c'est une entreprise du lien et de la proximité. Avec 7000 bureaux de poste, 60 000, 80 000 facteurs qui passent chaque jour devant chaque boîte aux lettres en France. La Banque Postale, fille de la Poste, naturellement, cette mission de lien, de proximité, qu'il a définie dès l'origine, avec ces missions que je citais tout à l'heure sur l'accessibilité bancaire, sur l'assistance aux fragiles. Et je dirais qu'on a fait le trajectoire en sens inverse de ce que vous mentionnez. On était d'abord une banque engagée d'un point de vue social, qui ensuite s'est engagée d'un point de vue environnemental. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien fondamental entre les deux questions. C'est que, naturellement, toute transition a un coût. Et si on regarde quel sera l'impact de la transition en distribuant, vous savez, par classe de revenus, évidemment, ça aura un impact plus fort sur les classes moyennes et les classes moyennes basses que sur le reste des autres de la population. Et c'est là qu'il faut inventer, encore une fois, de faire de l'ingénierie, inventer des nouveaux produits pour aider ces personnes. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Comment on joint le social avec l'environnemental. Aujourd'hui, il y a un grand débat, c'est comment on lutte contre les 6 millions de passoires thermiques en France, ce qui est une catastrophe, Bien sûr. qui est un des premiers facteurs d'émissions de carbone. Les freins, c'est quoi? C'est les travaux. Ce sont tous les dispositifs d'aide publique qui sont très nombreux, mais avec un maquis d'aide et une très grande difficulté ensuite à assembler, parce que quand vous faites rénover un logement, il y a de multiples artisans qui doivent intervenir. Donc il y a des guichets sociaux qui fonctionnent, il y a des guichets d'aide, mais on s'est aperçu que quand on a, même avec MaPrimeRénov', qui est un instrument qui est extrêmement efficace, il y a un reste à charge, et que ce reste à charge, il peut être dissuasif pour les ménages, pour les jeunes ou pour les personnes qui ont pris leur retraite. Et nous avons sorti un produit qui est le prêt avance rénovation, qui est très simple. C'est qu'on finance le reste à charge par un prêt hypothécaire et vous remboursez cet emprunt, soit qu'on vous revendez le bien, soit la succession. C'est inspiré du viager, mais c'est pas qu'un viager, parce que vous pouvez rembourser en défalquant en fait le remboursement du prêt sur le prix de vente. Alors c'est win-win, c'est win-win-win. Parce que vous faites les travaux, vous réduisez la consommation énergétique, vous améliorez les conditions de vie dans le logement, et enfin, vous augmentez la valeur du bien. Génial. Génial. Non, mais c'est des actions qui sont... Enfin, ça semble évident, et en même temps, si c'est pas fait, c'est pas fait, quoi. Donc, quand on parle... donc moi, je m'intéresse beaucoup au care. Et donc je m'intéresse beaucoup aux travaux de Cynthia Fleury, donc la philosophe, et elle donne 4 dimensions dans le care, qui sont le physique, le psychique, le social et l'environnemental. Donc ce que vous disiez, c'est que évidemment social et environnemental, c'est extrêmement lié. Et moi, c'est pour ça que j'ai tendance à défendre cette logique du care, parce que je pense que quand on est le patron d'une société ou quand on est en position de leadership de manière générale, si on va dans le care, quel que soit l'endroit où on le prend, finalement, on finit par arriver aux 4 dimensions. Ce que vous exprimez là pour les personnes les plus vulnérables ou en position de vulnérabilité, comment ça se vit à l'intérieur de l'entreprise? Comment vous prenez soin aussi des salariés? C'est un point très important. Bon, là c'est une affaire de conviction personnelle. Moi, je pense que le care, c'est pas la mode des baby-foot et du chamallow
en distribution ou de la machine à café avec les dosettes à disposition. Moi, je pense que c'est pas ça. Moi, je suis très attaché à un mode de fonctionnement dans l'entreprise qui est sur une bienveillance non complaisante. Je m'explique. Et là, je donne mon témoignage d'une institution qui est une institution publique. Et on dit toujours, parce que moi je travaille dans le temps aussi à Bercy, que les institutions publiques sont inspirées d'une organisation et d'une tradition de management qui est inspirée de l'armée. Voilà. Et donc effectivement, il y a un poids de la figure symbolique de la hiérarchie. Et qui a encore un trait quand même qui est assez prégnant dans les entreprises publiques ou dans les ministères, où le nouveau management public n'a pas encore complètement infusé. Et puis par ailleurs, vous pouvez avoir dans les grandes sociétés internationales, j'ai pu travailler notamment dans une grande institution, vous avez des organisations avec des matrices, avec des silos, des responsabilités qui ne sont pas claires. Donc j'en viens au CARE. Pour moi, le plus important en termes d'efficacité, en termes de rationalité des choix, en termes de satisfaction au travail, c'est d'arriver, vous voyez, quand on fait des réunions, une situation où le groupe le plus efficace, c'est pas le groupe où vous alignez les MBA et les PhD. On a pu tenter, on a fait l'expérience. C'est pas le groupe où vous avez la diversité maximale en vous disant oui, je vais confronter les points de vue et ça va être plus efficace. Non, le groupe le plus efficace, c'est le groupe où il y a cette capacité d'écoute, cette confiance, cette bienveillance, où chacun peut exprimer, débattre, et on maximise l'intelligence collective. C'est la meilleure recette, en tout cas, de fonctionnement collectif, de rationalisation des choix, et puis surtout, de bien-être au travail. Et alors comment on met ça en place? Enfin, je sais pas si c'était là avant que vous arriviez, ou est-ce que, de la même manière que pour les engagements, ce que je vous posais comme question sur les engagements, est-ce que vous l'avez insufflé, est-ce que vous l'avez augmenté, parce que vous parliez de conviction personnelle, comment on met ça en place parce que la Banque Postale, c'est une grande entreprise, il y a quand même pas mal de salariés. Bien sûr. Il faut le faire cascader. Bien sûr. Et là, je vous parle ce sont des chantiers qui sont naturellement très très longs, ce sont des chantiers qui sont très 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 vastes. Et je prétends nullement, vous voyez, en 3 ans, avoir complètement changé la culture entreprise, parce qu'une culture, vous savez, c'est extrêmement fort. Non, mais en tout cas, ma conviction, c'est que c'est comme disent les anglo-saxons, the tom is coming from the top. Et donc je pense que c'est par l'exemplarité managériale, par le fonctionnement des dirigeants et ensuite le cascading dans les différentes directions, par un effet de ruissellement, c'est comme ça qu'on arrive à changer, changer les comportements, changer les modes managériaux. Ça prend du temps. Surtout qu'on a des organisations qui sont assez complexes. Mais à mon sens, c'est un premier point. Ensuite, il faut travailler sur la culture managériale. Alors, nous l'avons fait sur notre raison d'être, notre purpose. Et il faut travailler sur les valeurs qui guident les managers et sur les postures qui sont l'incarnation des valeurs qu'on se donne. Voilà. Donc là, ce sont des chantiers au long cours, ce sont des chantiers qui m'animent. Et là, je veux dire très humblement, je suis arrivé il y a 3 ans, mais en tout cas, ils sont tout à fait stratégiques pour nous et pour la Banque Postale. Vous parlez de raison d'être et de valeurs. C'est quoi la raison d'être de la Banque Postale ? Alors, c'est une raison d'être qui est articulée, qui fait 15 lignes, mais que je vais vous résumer en une phrase. C'est contribuer en proposant des produits et services à l'accompagnement de la transition. Comment vous faites en sorte... Parce que moi, ce que j'observe dans pas mal d'entreprises, c'est qu'il y a ce travail qui a été fait de raison d'être, de valeurs, etc. Et puis après, vous demandez aux équipes, alors c'est quoi la raison d'être de l'entreprise ? Et en fait, ils ne savent pas. Et la question, c'est pas de savoir si l'intégralité des employés de la Banque Postale connaît la raison d'être et les valeurs de la Banque Postale, mais c'est plutôt de savoir comment vous faites en sorte que ça, pareil, de la même manière, comment ça diffuse en fait. Alors, notre raison d'être, je voulais résumer succinctement. Il y a un terme très important dedans, je ne l'ai pas cité, j'aurais dû le faire, c'est la transition juste. Nous œuvrons pour la transition juste,
car notre conviction, c'est que la transition, elle est multifactorielle. Enfin, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Bien sûr. C'est qu'elle a une dimension environnementale, une dimension sociale, une dimension territoriale, une dimension technologique. Et donc, si vous voulez, peut-être le fil conducteur pour nous, c'est la thématique « Nous œuvrons pour la transition juste ». Et vous voyez, cette phrase toute simple, vous voyez, elle est aujourd'hui, je pense, elle a bien ruisselé, elle est bien, en tout cas, redescendue dans l'organisation. Mais là où je vous rejoins, ce qui est très important, c'est que ça, c'est un combat quotidien. C'est-à-dire, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Moi, je suis vraiment surpris, même pour une banque, vous voyez, banque citoyenne, affirmée, assumée, connue publiquement pour ses engagements. Je suis vraiment très transparent. Mais quand je fais des panels de clients ou quand je vois des collaborateurs sur le terrain, je ne suis pas certain à 100% que nos messages, nos engagements soient bien connus. Donc il y a un vrai challenge, nous collectivement, pour toutes les entreprises, pour tous les managers, encore une fois, d'incarnation par toute la ligne managériale de ces valeurs et donner tous les éléments pour nos collaborateurs. Et donc ça passe par naturellement de la communication commerciale, et ça passe aussi, vous voyez, et là de manière extrêmement pragmatique, sur ces sujets qui sont très techniques. Il ne faut pas négliger le fait que c'est horriblement compliqué. Nous avons formé nos commerciaux à comment simplement, en langage B1, vous savez ce que c'est que le langage B1 ? C'est quand vous rédigez un texte qui est compréhensible par 90% de la population. Okay. C'est comment on pitch en langage B1 ce que fait la mission, le purpose et l'engagement de la Banque Postale. Voyez. Donc, ce sont des choses extrêmement concrètes. Et c'est important parce que c'est qu'en embarquant, en engageant toute l'organisation, que vous accélérez in fine la mutation de votre modèle et que vous démultipliez votre impact positif pour la société. Et ça, c'est ce qui donne du sens aux salariés. On parle beaucoup enfin, j'imagine, je dis ça, faudra les questionner, mais j'imagine que ça leur donne du sens. Et comme on parle beaucoup en ce moment de pandémie de santé mentale, c'est-à-dire vraiment de personnes qui sont un peu perdues, et j'imagine que parmi les salariés de la Banque Postale, c'est aussi le cas, au moins en partie. Est-ce que ce sens, vous le ressentez de manière très concrète, le fait qu'il y ait moins de turnover, que les gens partent moins en congé maladie, ils sont peut-être moins de burn-out, etc., etc. Ou est-ce que pour l'instant, comme c'est encore récent, vous ne voyez pas la différence concrètement ? Sans ambiguïté, enfin, je suis formel, il y a un alignement culturel de la Banque Postale et de la Poste qui est extrêmement fort. Extrêmement fort. Je pense que la conscientisation du sens de notre mission, notre place dans la société est extrêmement forte. C'est vraiment un ciment de cette société, ce qui m'a vraiment beaucoup impressionné quand j'ai rejoint la Banque Postale et quand je suis devenu postier. Franchement, c'est une entreprise qui, de ce point de vue-là, n'a pas d'état d'âme. Je file un peu la métaphore, mais qui n'a pas d'état d'âme, qui sait pourquoi elle œuvre et quelle est son utilité. Et quelque part, le fait d'affirmer, de verbaliser une raison d'être, le fait de passer entreprise à mission, d'une certaine manière, vous voyez, les remarques qu'on avait de nos équipes ou de stakeholders externes, mais pourquoi le faire ? C'est totalement évident. C'est déjà dans vos valeurs, c'est déjà dans le fonctionnement, dans ce que vous véhiculez. Donc effectivement, de ce point de vue-là, oui, c'est reconnu, c'est ressenti par les collaborateurs. Le fait d'avoir davantage formalisé, le fait d'avoir aussi assumé, d'en faire un élément de communication. L'année dernière, on a beaucoup communiqué quand on a 16 ans. On a fait une campagne publicitaire qui était une campagne de marque, qui était importante, qui était de dire, au fond, notre proposition de valeur, c'est d'être une banque frugale, mais une banque qui donne du sens à vos produits, à vos services. Quand vous nous confiez 1 euro d'épargne, il y a 0 euro qui va vers le pétrole et le gaz, 50% du crédit consommation à crédit consommation impact. Ces éléments-là sont des éléments qui nous amènent de la clientèle. Ces éléments-là ont fait que nous avons reçu beaucoup plus de CV et, encore une fois, c'est un élément de rétention. Voilà. Alors maintenant, évidemment,
naturellement, nous sommes une entreprise qui, évidemment, également, naturellement, qui gère effectivement tous les aléas de la vie de l'entreprise. Mais en tout cas, sur ce point-là, je pense que c'est un point fort de notre organisation. Et d'ailleurs, enfin, pardon, je reviens sur cette histoire d'écologie, mais il y a ce point quand vous dites on fait 0 investissement en pétrole et gaz. Est-ce que c'est pas ce genre de posture qui permet de simplifier le discours? Parce que j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, le discours des banques, il est inaudible parce qu'en fait, il est extrêmement complexe. Parce que c'est aussi un métier qui est très compliqué. Mais est-ce que justement, il faut avoir des postures qui sont un peu radicales, ou en tout cas, oui, radicales, on peut dire ça comme ça, pour pouvoir simplifier le discours et que les gens se sentent rassurés? Et le fait d'être aussi, ce que vous disiez, vous êtes certifié par un organisme extérieur, donc tout ça rend les choses beaucoup plus concrètes, crédibles, etc. Est-ce que ça, c'est un enjeu d'avoir des postures? Est-ce que c'est dans le leadership, et on va parler de leadership évidemment après, est-ce que le leadership au XXIe siècle, c'est aussi d'avoir des postures un peu radicales comme ça? Alors qu'au XXe siècle, on était quand même plus sur cette idée qu'il fallait essayer de plaire à tout le monde, on était consensuel, et aujourd'hui, finalement, quand on dit ce que vous dites, finalement, on est sur une posture radicale, on n'est pas en train de plaire à tout le monde. Moi, je pense qu'en tout cas, il faut pas avoir des discours et des engagements alambiqués. Effectivement, les postures alambiquées alimentent le flou, alimentent la suspicion. Alors ensuite, on peut de manière très talentueuse expliquer des choses compliquées. De toute façon, le métier bancaire est un métier compliqué. Mais néanmoins, il faut avoir des propositions de valeur, des positionnements, des engagements qui soient extrêmement clairs, tranchés. Radicalité, je contexte le thème de radicalité, parce que nous ne sommes pas une organisation politique radicale. C'est pas du tout le sujet. Nous sommes une entreprise. Ce que nous disons le plus simplement du monde, c'est que si on veut être au rendez-vous de 2050, enfin, en tout cas pour nous c'est 2040, ces projets d'exploration, d'exploitation, c'est maintenant qu'il faut les stopper. C'est pas le 31 décembre 2049 à minuit. Bien sûr. Vous voyez, donc c'est l'urgence qui doit nous guider. C'est l'urgence qui doit nous guider. C'est pour ça qu'il faut prendre des engagements extrêmement tranchés, extrêmement clairs. Il faut le faire tout de suite. Alors maintenant, il ne faut pas non plus être naïf. Et ça aussi, je tiens à le dire. C'est-à-dire que ces transitions nécessiteront des investissements, mais nous serons aux côtés de ceux qui feront ces investissements. Il y a peut-être un élément que vous n'avez pas évoqué qui peut être aussi élément de débat, le nucléaire. Enfin, moi, j'assume que le nucléaire est une énergie absolument nécessaire pour notre transition. Alors, il y a des débats européens que je trouve un peu byzantins, puisqu'on dit que le nucléaire, il est non carboné, mais pas brun. Bon, oui. Vous voyez, bon, ça n'alimente pas non plus la compréhension, et vous voyez, pour le grand public, c'est pas forcément très clair. Moi, ce que je retiens au total, c'est que par rapport aux énergies vertes, mais qui sont intermittentes, nous avons au total, en tout cas, une solution technologique qui assure à la fois notre souveraineté et puis qui nous fournit une électricité non carbonée, abondante et sûre. Pour le coup, il y a Jean-Marc Jancovici qui abonde beaucoup dans le sens qui essaye en tout cas d'accompagner la compréhension des Français. Je crois qu'il y arrive assez bien. Absolument. Et lui, il va beaucoup dans le sens du nucléaire. Oui, absolument. Non, mais je pense. Alors, on parlait tout à l'heure de pédagogie. Rendons hommage à Jean-Marc pour ses talents de pédagogue. Alors, que ce soit par la bande dessinée ou sur des campus, je pense qu'il arrive de manière extrêmement imagée à montrer les enjeux et puis aussi à sortir des simplifications et à montrer les ambiguïtés. Vous voyez, je pense qu'il mentionne que, vous voyez, typiquement quand on monte une éolienne, le bilan carbone est neutre, pas day one, il est neutre à partir de 15 ans, 20 ans. Puisqu'il faut construire l'éolienne, parce que concrètement, il y a un plot de béton qui fait 9 mètres sur 10 mètres, parce qu'il faut de l'énergie pour couler le ciment. Donc il faut qu'on prenne conscience de la complexité des interactions, et c'est comme ça qu'on arrivera collectivement à avancer. Parfait. Je parlais tout à l'heure de leadership, donc c'est le sujet du podcast, donc on va en parler un petit peu. Pour vous, c'est quoi un bon leader ? Un bon leader, c'est quelqu'un qui engage l'entreprise sur une vision très très claire, et une vision qui est en adhérence forte à ses propres valeurs personnelles. Et quand on arrive à aligner son purpose personnel, en tout cas ses valeurs personnelles avec des valeurs de l'entreprise, vers un projet,
c'est là qu'on arrive le mieux à engager, en tout cas, à mobiliser en faveur d'un projet qui est inspirant pour ses collaborateurs. Est-ce que, j'imagine, quand on est dans la position dans laquelle vous êtes, et moi j'observe beaucoup de gens en entreprise qui font des formations sur des engagements, donc qui vont vers des convictions personnelles qui sont très fortes, qui sont de plus en plus fortes, parce que la prise de conscience, elle est quand même de plus en plus forte aussi, des problématiques qui sont face à nous, et qui ont tendance à quitter l'entreprise, parce que du coup ils se disent « mais je vais pas y arriver de l'intérieur, c'est trop compliqué ». Comment on fait pour s'assurer, parce que vous parlez de convictions personnelles, comment on fait pour s'assurer que ces convictions personnelles, on arrive à les faire réaliser, parce que quand on est à la tête d'une entreprise comme la Banque Postale, c'est quand même des immenses paquebots, c'est pas forcément simple à faire bouger, vous le disiez vous-même, la culture d'une entreprise, c'est difficile à pivoter. Comment on fait pour pas garder la foi, mais pour s'assurer que ça bouge dans le bon sens et que c'est vers là qu'on va aller, quoi. Alors peut-être un témoignage personnel. Moi j'ai rejoint la Banque Postale avec ma culture de banquier, également une culture personnelle. Moi je suis un Alsacien lorrain, donc moi je suis pétri d'une culture politique, d'une culture sociale qui est celle de la concertation, qui est le fait de maintenir un pacte social fort, un dialogue, une cohésion. Vous savez qu'en Alsace-Lorraine, on est encore sous régime concordataire, donc je sais pas. c'est-à-dire qu'on a du droit local, c'est-à-dire qu'on a un régime de sécurité sociale. Il y a un mode de dialogue social, il y a un mode de gestion de l'association qui est particulier. Pour résumer, ce que je dis de manière longue, c'est la prise en compte de la dimension sociale, même si on est un chef d'entreprise, l'absolue nécessité de s'assurer de la cohésion sociale, de la cohésion de l'ensemble du collectif. Je crois qu'arrivant à la Banque Postale, en tant que banquier porté par ces valeurs, moi j'ai trouvé en tout cas je me suis trouvé très en symbiose par rapport au projet que j'ai essayé naturellement de faire pivoter sur les dimensions RSE en incorporant des dimensions de mesure, d'exigence bancaire, c'est-à-dire que sortir de la proclamation, essayer d'éviter d'être dans la com, mais aller dans les éléments de preuve. Je pense que la stratégie étant claire, le projet étant bien perçu par les collaborateurs, c'est ce qu'on mesure chaque année par des instruments, on arrive à faire bouger l'organisation. Et en tout cas, moi, j'ai pas aujourd'hui de doute existentiel sur ce mouvement, cette dynamique. Ensuite, voilà, on est au long cours, il faut que chaque jour, chaque mois, on puisse se confronter à la situation, aux difficultés, aux opportunités du moment. Et donc, c'est un chantier dans la durée. Vous voyez, donc, quelque part, il n'y a pas d'état stable. Chaque jour qui vient est un nouvel état de déséquilibre. Forcément. Et il faut qu'on gère ces déséquilibres dans la durée. Et c'est là qu'il doit y avoir une attention managériale, pas forcément du chef d'entreprise, mais par toute la chaîne managériale pour gérer ces déséquilibres, parce que la vie est faite de surprises. Eh oui, c'est ce qu'il a fait en Rambel. Exactement. Quelles sont vos références en leadership ? Comment vous avez développé votre style ? Parce que ça s'apprend finalement, le leadership. Comment vous avez fait alors, je vais pas vous dire que j'ai lu Jack Welch, comment j'ai géré G. Non, mes références de leadership, si vous voulez, elles ont été faites, si je prends en anglicisme, en test and learn, à travers des rencontres, des grands patrons que j'ai pu rencontrer, des mauvais patrons que j'ai pu rencontrer, comme je commence à voir les tempes qui grisonnent, avoir aussi fait moi un chemin personnel. Et je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite. Je pense qu'il faut jeter tous les bouquins de management. Comme vous savez, c'est comme les bouquins de recettes de cuisine. On les achète généralement pour la fête des mères ou à Noël, mais on les lit jamais. Non, les livres de management sont totalement inutiles. Je pense que c'est une trajectoire personnelle. Et je pense par ailleurs que
tout leadership doit s'adapter à son écosystème. C'est-à-dire que quand vous êtes un dirigeant, vous devez naturellement adapter votre style de leadership en fonction du corps social ou de l'entreprise que vous rejoignez. Il n'y a pas de, comment dirais-je, vous ne pouvez pas plaquer des solutions toutes faites et vous devez naturellement vous adapter. Vous parliez tout à l'heure de mauvais leaders. C'est quoi les grandes erreurs qui ont façonné un petit peu justement votre apprentissage? Parce que bon, forcément, dans l'apprentissage, il y a des erreurs. J'aimerais comprendre... Bon, forcément, vous êtes trompé. Oui, j'ai pas de doute sur le sujet. Ah oui, absolument. Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont façonné votre style de leadership? Je pense qu'on n'aurait pas assez d'une heure. On n'aurait pas assez d'une heure. Non, mais je pense que quand on aspire à être un dirigeant et qu'on est extrêmement engagé, peut-être l'erreur classique, c'est l'orientation résultat et sous-estimer le temps nécessaire pour l'écoute, pour l'engagement des collaborateurs, pour la pédagogie. Voilà. Peut-être mon très grand enseignement, mais que, et Dieu merci, j'ai plein d'occasions, c'est que on ne peut pas aller de l'idée à l'exécution. Voilà. Il faut l'idée, l'intuition se confrontent. L'idée devient de plus en plus robuste et puis ensuite on a ce qui est très important, c'est la phase d'explication, de pédagogie qui rend absolument nécessaire vous voyez, l'engagement des collaborateurs. Une manière très simple de le dire, c'est quand vous faites un plan stratégique, vous allez passer peut-être 1 mois, 6 semaines, 2 mois à le concevoir, ensuite il faut prévoir 6 mois pour l'expliquer. Oui, c'est ça. Et après, il y a encore plus de temps pour le mettre en place. Exactement. Forcément. Exactement. Comment votre relation au pouvoir elle a évolué aujourd'hui? Alors d'abord, quelle est votre relation au pouvoir aujourd'hui et comment elle a évolué, cette relation au pouvoir? Alors, j'ai envie de retourner à la question, quel pouvoir? Le pouvoir de faire bouger une grande société quand même. Oui. Alors, quand on parle de pouvoir, en termes philosophiques, ça ramène à la politique. Et la politique, c'est la science de ce qui est rare et ce qui se donne en partage. Donc c'est partager le pouvoir de décision dans la démocratie, partager les richesses. Donc le pouvoir, il a de multiples formes. Il y a le pouvoir de décision, il y a un pouvoir d'influence. Pour moi, la forme de pouvoir, le pouvoir ne peut pas être le fait de décider de manière isolée et de manière désincarnée. Et je pense que pour moi, ma pratique de leadership, c'est l'influence. C'est l'influence. C'est-à-dire que de faire en sorte, et même si naturellement il y a quelqu'un qui prend une décision à la fin, et ça c'est ma responsabilité, de s'assurer que quand on prend une décision importante, on arrive à un moment où cette décision apparaît comme une évidence. Par la qualité du travail collectif, par l'expression des vues tout un chacun, la solution paraît évidente. Bon, et puis dans certaines circonstances, des situations de crise, naturellement, ce qui est important, c'est l'assertivité naturellement, et c'est là qu'il faut, en tant que leader, affirmer son leadership et naturellement montrer un cap à ses équipes. Mais le point sur lequel j'insiste, c'est que pour moi, le pouvoir est essentiellement un pouvoir d'influence et de co-construction. Je comprends. Et du coup, ce pouvoir, est-ce que le pouvoir, c'est pas aussi de le partager d'une certaine manière et faire en sorte que de repositionner la prise de décision au bon endroit pour s'assurer vous-même, prendre soin de vous par ailleurs, de ne pas recentrer les pouvoirs de trop et de le laisser... Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous mettez en place. Mais... C'est totalement évident. Je n'ai vocation à décider que sur les sujets où j'ai une vraie valeur ajoutée. Je n'ai vocation à décider que les sujets où ma présence et mon input est pertinent. Et naturellement, nul peut prétendre être omniscient sur tous les sujets. Et une organisation efficace, c'est une organisation qui est la plus décentralisée, où
les décisions se prennent au niveau où la décision est la plus pertinente, c'est-à-dire au niveau le plus proche du terrain. Et au fond, on ne doit remonter, bon, ça c'est un combat quotidien, hein, mais ne doivent remonter aux dirigeants que les choix les plus ardus, c'est-à-dire quand il y a un dilemme, quand il y a une divergence, mais naturellement ne doit remonter aux dirigeants qu'une somme très réduite de problèmes. Et peut-être la dernière question que j'avais envie de poser, pour vous, ça veut dire quoi réussir ? Alors, réussir, c'est une très bonne question. Réussir, c'est pas quelque chose, pas forcément quelque chose de tangible, de matériel. Réussir, c'est quand on arrive à rendre concret quelque chose qui résonne avec votre raison d'être personnelle. C'est d'avoir accompli un rêve. C'est de se dire, voilà, je l'ai rêvé, je ne pensais pas que c'était possible, et j'ai réussi à le rendre vrai. Pour moi, ça, c'est le vrai succès. Génial. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté Ping. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode. J'espère que vous avez beaucoup apprécié celui-là. À bientôt.